الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. Dans notre intervention d'aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'une crise que beaucoup de familles, beaucoup de parents rencontrent dans leur existence, c'est-à-dire la crise d'adolescence de leurs enfants. Nous allons essayer aujourd'hui de faire un état des lieux tout d'abord de la culture, de la société et de l'époque où nous vivons pour mieux comprendre comment agir et comment réagir devant ces crises que nos adolescents traversent. Nous savons tous que l'adolescence est une période de la vie durant laquelle les jeunes, c'est-à-dire nos enfants, traversent des crises. Parfois, il leur arrive même de remettre en cause l'autorité parentale et même les structures que les parents ont mis en place. Et ces crises-là, parfois d'adolescence, se réalisent dans la confrontation autant que dans le dialogue ou le silence. Et les enfants musulmans ne font pas exception à la règle, tout au contraire, dans des familles où l'islam où la tradition islamique sont importantes, eh bien, ces familles-là aussi, musulmanes, sont confrontées au défi même de la vie moderne d'aujourd'hui. Il est vrai que l'adolescence est une période bien difficile. Certains enfants et adolescents cherchent le conflit, se révoltent, transgressent même les limites et manifestent un goût prononcé pour les interdictions en islam. Il y a d'autres qui préfèrent s'enfermer, s'isoler, se murer même dans le silence et donc exprimant très peu leur mal-être, leur malaise. Il y a d'autres adolescents, eux, ils ne changent en rien. Pour eux, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de conflit. Voilà pourquoi, devant cette diversité de conduite, d'attitudes de nos enfants, des adolescents, parfois dans une même famille, eh bien, les parents sont parfois déboussolés, désemparés. Parfois, on se dit même il y a de quoi dérouter
les parents. Parfois on se pose même la question, y a-t-il encore un moyen de prévenir ou de composer avec les crises de l'adolescence? Comment agir avec des garçons, avec des filles qui semblent parfois régresser, qui s'enferment dans leur univers et dans leurs rêves? Eh bien, dans notre intervention de la semaine prochaine, nous allons essayer de répondre à ces questions que les parents se posent souvent. Mais juste là, un aperçu. Par là, nous voyons que dans notre foyer, dans notre maison, il faut insister sur la nécessité d'écouter, de dialoguer, de respecter les rythmes de l'adolescence, sans être aveugle aux transformations. Il y a la nécessité de transmettre des valeurs, des enseignements spirituels et éthiques à nos adolescents et à nos enfants. D'où la nécessité d'être présent, attentif, exigeant, compréhensif et surtout patient. Et là, pour terminer, je dirais, devant la crise d'adolescence, que nombreux sont les familles, sont les parents qui sont confrontés à ce genre de crise. Il faut que chacun d'entre nous arrive à permettre à l'adolescent qui vit sous notre toit de s'exprimer, de se confier ou de se confronter même. En un mot, nous, en tant que parents, pour régler et résoudre ces crises d'adolescence, nous avons un outil très important à utiliser et à employer. Ce que nous, parents, nous prétendons aimer nos enfants. Mais aimer, c'est aussi les accompagner. C'est aussi les préparer. Et se préparer soi-même à laisser nos enfants s'en aller un jour. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas vous donner les pistes. Comment faire, comment agir, comment réagir devant ces crises d'adolescence. Mais nous allons vous parler plutôt d'un état des lieux. Lorsqu'on regarde les études, les statistiques, eh bien, sont vraiment effrayantes. Au début même des années 90, il y a des recherches qui ont été effectuées. Et ces recherches-là estiment qu'à la fin de l'école élémentaire, un enfant avait déjà vu 8000 meurtres et plus de 100 000 actes de violence, que ce soit à la télévision, dans les films et dans les jeux vidéo. Avec ce que les médias sont en train d'inculquer et de faire germer dans l'esprit de nos adolescents, eh bien, on peut comprendre que l'état, la situation est un peu critique. Voilà pourquoi il est important pour chaque parent de connaître son adolescent, ses besoins, son environnement,
dans quel milieu il vit. Si on ne va pas tenir en compte de ces réalités-là, de l'environnement, de ses besoins, eh bien, on risque d'être à côté même de la plaque. Les parents ont besoin de comprendre la nature de la période de l'adolescence. Les parents doivent être au courant des changements physiologiques ou psychologiques que leurs enfants vivent durant des années et des années. Cette connaissance-là va aider les parents à adopter le bon point de vue et à comprendre de quelle façon il faut traiter les différentes situations et conflits qui pourraient survenir dans l'éducation de leurs enfants. Un, c'est comprendre la nature de l'adolescent. Et l'autre, c'est l'environnement dans lequel nos adolescents et nos enfants grandissent. Parce que l'environnement et le milieu influent beaucoup sur les enfants. Tout d'abord, il faut que nous soyons conscients que les enfants, et plus particulièrement les adolescents, veulent être indépendants. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas le bagage d'expérience personnelle pour vivre de façon indépendante de la société. Donc ils ont la volonté d'être indépendants, mais ils n'ont pas de l'expérience. Ça, c'est une chose qui fait partie de la nature des adolescents et de nos enfants. Et nos enfants ont besoin d'exprimer leurs besoins personnels. Et ils ont besoin que nous, parents, nous prenions ces besoins-là au sérieux, non pas à la plaisanterie. Nos enfants, nos adolescents, ils ont une compréhension limitée de ce que c'est les hauts et les bas de leur vie, de leurs émotions, de leur même passion. Nos enfants, c'est dans leur nature, ça, c'est inné en eux. Ils ont un fort besoin de surveillance et de guider de la part des adultes. Un enfant se sent seul lorsque ses parents sont absents physiquement et émotionnellement parlant. Voilà pourquoi un enfant, il a besoin que les parents lui manifestent de l'amour, de l'attention, de l'approbation lorsqu'il fait quelque chose qui est bien, pas seulement le reproche et la réprimande. Et un enfant apprend principalement par l'exploration, par des dessins, par des images, aussi par l'erreur. Voilà pourquoi on a l'habitude de dire l'erreur n'a jamais été une horreur chez nos enfants. À partir d'une erreur, ton enfant peut apprendre beaucoup de choses. Et notre enfant a besoin des adultes pour imiter un comportement adulte sain, décent. Et lorsque le noyau familial ne va pas fournir l'éducation et le soutien que l'enfant a grandement besoin, l'enfant va se tourner vers d'autres pour combler ses besoins. Et là, il s'expose à des grands risques. Risque de tomber dans l'alcoolisme, risque de tomber dans le tabagisme, il risque de tomber dans la drogue, parfois même dans la violence. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous protège parfois dans des tendances
suicidaires. Il y a une chose qu'on ne doit jamais oublier, que notre enfant et notre adolescent qui vit sous notre toit est toujours un mineur selon la loi française. Et même selon la loi islamique, tant qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 15 ans. Donc il faut faire très attention aux besoins et à la nature de nos adolescents qui vivent sous notre toit. Parfois, on connaît la recette d'un repas mieux que notre enfant. C'est pas parce qu'on est cuisinière, ce n'est pas parce qu'on a un rôle à jouer, le ménage à faire à la maison, qu'on doit connaître toutes les recettes pour tel ou tel repas, pour tel ou tel mets, pour tel ou tel gâteau. Mais on a un rôle beaucoup plus important à jouer dans notre foyer. C'est de connaître la nature, les besoins de nos enfants, l'environnement dans lequel notre enfant évolue. Il y a les savants de l'islam qui ont établi 3 stades de nos enfants. Dit dans ce sens que pendant les 7 premières années, l'enfant a besoin de jouer, de s'amuser. Et pendant les 7 années suivantes, c'est-à-dire de 7 ans à 14 ans, un enfant a besoin qu'on lui montre la discipline dans tous les domaines de la vie. Et après 14 ans, jusqu'à 21 ans, eh bien l'enfant, il a besoin d'être l'ami de ses parents. Il a besoin de voir que ses parents lui accordent de l'attention, de l'approbation, du soutien. Si pendant les 7 premières années, on ne va pas respecter les besoins de nos enfants, qui est de jouer, de s'amuser, les 7 deuxièmes années, nous n'allons pas lui montrer la discipline dans tous les domaines de la vie. Et après 14 ans, nous n'allons pas être le meilleur ami et le meilleur compagnon de nos enfants, eh bien ces mêmes enfants risquent de devenir nos ennemis. Oui, retenez bien cela, risquent de devenir nos ennemis, parce qu'au moment où il fallait faire de nos enfants des amis, de 14 à 21 ans, on ne l'a pas fait, eh bien ils vont se transformer comme des monstres, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en protège. Voilà pourquoi il est important pour chacun d'entre nous en tant que parents de comprendre certains aspects négatifs de notre société qui attaquent nos adolescents à notre époque. Premièrement, l'un des concepts de base de notre société et de l'époque dans laquelle nous vivons et qui est vraiment néfaste, c'est l'individualisme. Alors que l'islam, c'est totalement et complètement le contraire. L'islam considère que ce qui est le meilleur, c'est l'intérêt du groupe. Shura baynahum. Quand l'islam nous parle que voilà, on doit être au service de l'autre, on doit servir l'autre, on doit regarder l'intérêt général et non pas seulement l'intérêt personnel, mais on enseigne aujourd'hui dans notre société que la chose la plus importante, eh bien, est le désir et le besoin de chacun, de façon individuelle. Voilà pourquoi il y a un taux de divorce très élevé dans notre société.
Parce que plutôt que de rechercher le meilleur intérêt de la famille, eh bien une personne peut choisir de divorcer parce qu'elle se sent lasse dans sa relation avec son conjoint ou sa conjointe. Et elle ne cherche pas de lutter pour améliorer la relation. On est dans une attitude générale de compétition au lieu de collaboration, au lieu de coopération. Et cette conduite-là est en train d'inciter, d'encourager, que ce soit les enfants envers les parents, que ce soit le conjoint envers son partenaire, à être plutôt toi contre moi, et non pas toi avec moi. Donc ça, ce concept-là de l'ego, de l'individualisme, on ne pense qu'à soi, jamais aux autres. Ça, c'est quelque chose qui est très négatif. Et malheureusement, c'est ce qui est prôné dans notre culture occidentale et dans notre société malheureusement matérialiste. Deuxièmement, nous vivons dans une société et à une époque là où on insiste beaucoup sur les désirs. On est en train même d'élever les désirs, les plaisirs au même niveau que les besoins vitaux de chaque être humain. Aujourd'hui, désirer une chose est une raison suffisante pour entreprendre un projet. Ce qui amène beaucoup de personnes à prendre parfois des décisions stupides sans considérer sérieusement les conséquences catastrophiques. Voilà pourquoi nous sommes dans une société où un enfant ou un adolescent peut commettre un vol à l'étalage d'une boutique ou bien d'un supermarché parce qu'il veut un CD, c'est tout, et qu'il lui manque 2 €. Combler ses désirs est devenu comme une religion. Aujourd'hui, on peut trouver un enfant ou bien un adolescent qui commence à fumer parce qu'il veut s'intégrer au groupe de personnes de son entourage qui fument. Un adolescent pourrait même boire de l'alcool lors d'une fête parce qu'il ne veut pas paraître idiot en refusant de boire. C'est-à-dire, il faut fumer aujourd'hui, il faut boire aujourd'hui pour avoir un certain statut dans le groupe. Sinon, on est considéré comme des perdants ou bien comme même des peureux. Pendant l'adolescence, eh bien, les adolescents vivent ces années-là comme le temps de fêter, de faire des erreurs, d'avoir tout le plaisir qu'on peut avoir pour grandir. On ne parle pas dans le milieu de l'adolescence. On ne parle pratiquement pas d'apprendre des erreurs des autres ou encore moins de rester à la maison. Par exemple, un samedi soir, un vendredi soir, au lieu d'aller faire la fête, celui qui reste à la maison là est considéré comme un adolescent qui n'a pas de vie, qui n'a pas d'amis. Dans la culture, dans la société dans laquelle nous vivons, il ne faut pas se voiler la face. Les années de l'adolescence sont vues comme des années passées à s'amuser. Dans certaines familles, il n'y a pas de place même pour les devoirs scolaires. On ne parle pas de devoirs scolaires. Il faut s'amuser, il faut jouer, etc. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de devoirs.
Quatrième concept qui est parfois dévastateur, très négatif, et il s'agit là de l'un des plus gros problèmes auxquels les adolescents font face aujourd'hui et auxquels ils sont sollicités de tous côtés. Aujourd'hui, on encourage énormément sur la satisfaction physique et sexuelle. Aujourd'hui, ne pas avoir d'amis ou copains, copines de cœur est perçu comme quelque chose qui est inhabituel. Si un enfant, si un adolescent n'a pas de copine, eh bien alors à ce moment-là, on dit ça c'est un spécimen en voie de disparition. Et il y a un autre défi énorme à surpasser aujourd'hui dans notre société, c'est la mode. Dans les habits, dans l'habillement, dans le fait dans les coiffures, dans les chaussures. La mode est devenue pratiquement une religion dans notre société, en particulier pour les filles. Aujourd'hui, il est très difficile de s'habiller différemment des autres, de s'habiller de façon décente. Aujourd'hui, on est marginalisé. Beaucoup de filles à l'école sont marginalisées, sont isolées parce qu'elles ne portent pas la bonne marque de jean. Ou encore qu'elles ne portent pas de jean même du tout. On ne cherche que la satisfaction physique. Et un cinquième concept qui est parmi les concepts les plus destructeurs et contradictoires même dans notre culture, c'est que on doit vivre cette vie uniquement, c'est-à-dire on insiste sur le court terme. Et ça, ce concept-là est en train de faire abstraction des conséquences catastrophiques et amène les gens à ignorer même parfois les limites, les frontières. Parce que une personne qui cherche seulement les désirs les plus immédiats, les désirs les plus immédiats, mais ils vont plus réfléchir à l'avenir et encore moins au akhirat, à l'au-delà. Donc ce qui va amener ces gens-là à tricher, à mentir facilement parce qu'ils ne se sentent pas même coupables. Si une personne ne sent même pas le besoin qu'il aura à répondre de ses actes à une autorité, si une personne ne sent pas même qu'il aura des comptes à rendre de ce qu'il est en train de faire, eh bien dans ce cas-là, il va faire ce qu'il veut, sans limite, sans frontières, il n'y aura plus rien pour l'arrêter. Donc vivre uniquement pour satisfaire les désirs à court terme et dans cette vie unique, c'est un concept qui est destructeur. Sans parler bien sûr de la culture de l'école, que ce soit le collège, que ce soit le lycée. Aujourd'hui, nous pouvons dire que lorsque notre enfant arrive au collège ou bien au lycée, alors à ce moment-là, les jeunes sont comme jetés dans un nouvel environnement avec des gens complètement nouveaux. Et la façon la plus facile de connaître les gens aujourd'hui, il faut fumer. Voilà ce qui fait que il y a de nombreux enfants qui sont non-fumeurs, mais une fois qu'ils passent au collège ou au lycée, ils deviennent des fumeurs. Ils tombent dans ce qu'on appelle le tabagisme. Et puis là, il y a encore d'autres événements qui se passent à l'école. Il y a des bonnes choses à l'école. Je ne suis pas en train de noircir le tableau, mais il faut être conscient de la réalité du terrain.
de la société dans laquelle nous vivons. Il y a des choses qui sont organisées à l'école, il y a des bals, le premier bal de l'année, le bal d'Halloween, de Noël, Saint-Valentin, etc. Et là, nos enfants parfois participent à ce genre d'événements. Et à partir de ces événements-là, nos enfants s'initient à la boisson alcoolique et à la drogue. Là, il ne faut pas se voiler la face. C'est comme ça. Et puis, il y a un autre centre d'intérêt, que ce soit au collège ou bien au lycée. Ça, garçons et filles. Filles, garçons. Aujourd'hui, les enfants, que ce soit filles ou garçons, eh bien, racontent leurs sorties et demandent à tout le monde des conseils sur les filles ou bien les garçons qu'elles peuvent fréquenter, qu'est-ce qu'elles doivent dire l'un à l'autre, etc. En un mot, que ce soit le collège ou le lycée, eh bien, emmène beaucoup de stress à nos enfants. Et là, si nous, parents, nous ne sommes pas munis et nous ne sommes pas préparés pour gérer tout ça, eh bien, on risque de passer même à côté de la plaque. Il y a une autre réalité du terrain qu'il ne faudra pas omettre, c'est que les bons adolescents musulmans sont toujours à la recherche d'un bon groupe à fréquenter, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Bien sûr, c'est plus réconfortant et consolant de sortir avec des musulmans parce que on a les mêmes valeurs, la même morale, les mêmes restrictions, les mêmes buts, les mêmes objectifs. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Ah oui. Il arrive que parfois les musulmans font des choses que même les non-musulmans n'oseraient pas faire. Voilà pourquoi il faut veiller beaucoup à la fréquentation de nos enfants. La chose importante à se rappeler quand on choisit ses amis est de les choisir pour leur caractère et pas parce que seulement ils se disent musulmans ou musulmanes. Il faut choisir un musulman ou une musulmane qui est vraiment musulman et musulmane. Et il y a une chose, on vient de faire l'état des lieux dans tous les secteurs de notre société, mais il faudra que chacun d'entre nous reconnaisse et admet qu'aucun être humain n'est une île. Ce qui arrive à nos voisins, aux camarades de classe de nos enfants ou à nos collègues peut bien nous arriver. Que ce soit le taux de divorce qui monte en flèche, la mauvaise communication familiale, la violence domestique, ou même la perte et la crise des valeurs religieuses. En d'autres mots, les problèmes de la société, de notre société, ne sont pas les problèmes des autres. Non, ce sont aussi nos problèmes. Voilà pourquoi nous, en tant que parents qui pratiquons l'islam, nous devons créer un environnement islamique à la maison. Et nous devons aussi avoir une exposition limitée aux médias qui comportent des messages non islamiques, indécents. Et une autre chose qu'on doit faire, c'est se préoccuper des autres. Vivre dans une société à majorité non musulmane, matérialiste, parfois même athéisme, n'est pas chose simple, n'est pas chose facile.
mais on doit se préoccuper des autres. Comment pouvons-nous faire de notre société un endroit où l'islam a toute sa place? C'est en se préoccupant non seulement de l'avenir de nos propres enfants, mais également de l'avenir des autres. Il nous arrive souvent de dire ça. Mais oui, nous avons autour de nous, ce sont des kafirs, ce sont des mécréants, etc. Regardez un peu leur manière perverse et immorale. Nous ne sommes pas seulement les seuls à dire cela, peut-être. Mais cette attitude-là n'est pas bienvenue dans la société dans laquelle nous vivons, parce que ce n'est pas la conduite qu'avaient adopté les prophètes alayhimus salatu wassalam, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous raconte les histoires et les récits dans le Coran. Les prophètes alayhimus salatu wassalam, lorsqu'ils parlaient à leur peuple, que ce soit ceux qui ont adhéré à leur message ou ceux qui se sont opposés à leur message, ils disaient « Qawmi », mon peuple. Ils prêchaient et ils persuadaient. Ils enduraient la persécution pour apporter la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur peuple. Ils faisaient toutes ces choses parce qu'ils se préoccupaient de leur peuple. Ils s'inquiétaient du fait que ces gens, leur peuple, se dirigent vers l'enfer et la misère dans ce monde et dans l'autre monde. Ils faisaient tout en leur pouvoir pour prêcher et persuader leur peuple d'accepter la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. Ils étaient tous motivés par une mission, par un sens de responsabilité et un sentiment de profond intérêt pour ceux qui vivaient avec eux dans la société. Ils refusaient de s'isoler et d'isoler aussi leurs compagnons. Et ils comprenaient que c'était une cause pour laquelle il valait la peine de se battre, parce qu'ils étaient en train de se préoccuper de l'humanité, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des croyants et des non-croyants. Voilà pourquoi la société dans laquelle nous vivons, eh bien, on a une leçon à tirer. C'est l'occasion et c'est l'occasion propice pour chacun d'entre nous d'inviter les autres vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et inviter les autres vers Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas une responsabilité limitée aux prophètes seulement. C'est notre responsabilité. Comment pouvons-nous espérer que nos enfants s'éloignent de la cigarette si nous n'allons pas nous préoccuper de l'enfant de notre voisin dont le parent est un fumeur invétéré et que l'on voit cet enfant souffrir sous nos yeux? Comment pouvons-nous désirer que nos enfants fréquentent une école en toute sécurité si nous refusons de travailler avec d'autres parents, musulmans ou non musulmans, pour s'assurer que non seulement nos enfants, mais tous les enfants soient en sécurité à l'école? Si nous voulons une bonne vie dans la société dans laquelle nous vivons, nous pouvons l'avoir, mais à un prix. Et ce prix, c'est quoi? C'est d'inviter les autres vers les valeurs islamiques. Se préoccuper des choses. Former un programme commun qui aura un impact non seulement sur nos enfants, mais sur les enfants de toute la communauté, de toute la société. Parce que lorsqu'on regarde, si nous allons rester les bras croisés, si nous allons seulement passer notre temps à critiquer les autres sans jamais se mouiller, sans jamais essayer de bouger les bras, eh bien les choses vont s'empirer, vont beaucoup s'empirer. Et nous avons des études qui sont choquantes
vraiment, vraiment sur les adolescents, il y a de quoi nous effrayer, il y a de quoi être alarmant. Les études qui ont été faites par des spécialistes nous disent que l'alcool est la substance la plus fréquemment utilisée chez les adolescents. Fumer une cigarette est en hausse radicale chez les jeunes. Et les jeunes gens donnent 5 raisons principales pour consommer de l'alcool, du tabac et des drogues. Pour se sentir plus vieux, pour avoir un sentiment d'appartenance, pour se détendre et se sentir bien, pour prendre des risques et se rebeller et pour satisfaire leur curiosité. Et malheureusement, de l'autre côté, il y a ces études qui nous disent qu'on estime que la moyenne de temps qu'un père, plus particulièrement, consacre à leurs enfants est 3 minutes par jour. La mère donne un peu plus de temps parce qu'elle est au foyer. Et nous savons aussi quels sont les problèmes de discipline que rencontrent les professeurs d'école publique. Même aujourd'hui, même à la madrasa, il faut dire les choses telles quelles. Aujourd'hui, les enfants parlent sans attendre leur tour. Aujourd'hui, mâcher du chewing-gum en plein cours, c'est devenu quelque chose de banal. Faire du bruit, courir dans les couloirs, dépasser les autres dans les rangs, enfreindre même le code d'habillement, jeter du papier par terre, c'est comme si rien du tout là. Et ce qu'on vient de citer là ne sont que des échantillons de ce qui arrive à nos adolescents dans notre société. Même si la situation réelle peut être pire à certains moments et à certaines époques. Voilà pourquoi il y a un grand savant de l'islam qui disait dans le sens que nous vivons une période dans l'histoire où nous avons des autoroutes plus larges, mais des points de vue plus étroits. Nous dépensons davantage, mais en profitons moins. Nous possédons des plus grandes maisons, mais des plus petites familles. Nous avons plus de facilité, mais moins de temps. Nous avons plus de diplômes, mais moins de sens. Plus de connaissances, mais moins de jugement. Nous avons plus d'experts, mais moins de solutions. Plus de médicaments, mais moins de tranquillité et de bien-être. Nous avons multiplié notre argent, mais nous avons réduit nos valeurs. Nous parlons trop et aimons trop rarement et détestons trop souvent. Nous avons appris dans notre société comment gagner notre vie, mais pas comment vivre. Finalement, nous avons ajouté des années à notre vie, mais pas la vie à nos années. Nous sommes allés jusqu'à la Lune et nous sommes revenus de la Lune, mais avons des problèmes à traverser la rue pour rencontrer notre nouveau voisin. Nous avons conquis l'espace extérieur, mais pas l'espace intérieur. Nous avons purifié l'air, mais pollué notre âme. Nous avons des revenus de plus en plus élevés, mais une morale de plus en plus faible. En un mot, nous avons ajouté la quantité, mais nous avons réduit la qualité. Eh oui, nous assistons aujourd'hui à un temps de paix mondiale,
Mais il y a beaucoup de guerres domestiques à la maison même. On a beaucoup plus de loisirs, mais moins de plaisir. Plus de choix de nourriture, mais moins de nutrition. Nous sommes en train de vivre une période où dans la maison il y a 2 revenus. Monsieur, madame travaillent, mais beaucoup plus de divorces. Nous avons des maisons élégantes, avec des beaux meubles, belles peintures, beaux carrelages, mais des foyers brisés. Eh bien, voilà pourquoi il est important pour que chacun d'entre nous, nous parents musulmans qui vivons dans cette société-là, il faut être conscient que nos adolescents, nos enfants, nous-mêmes, nous ne sommes pas immunisés contre les influences néfastes, nocives de la culture de notre société. Que cela nous plaise ou non, c'est la culture dans laquelle vivent nos adolescents et nos enfants. Voilà pourquoi nos enfants peuvent finir par adopter la même culture de la société, à moins que nous, parents, nous leur fournissons les concepts et les formations appropriées nécessaires pour vivre en tant que musulmans dans cette société, ou sinon ils risquent de tomber dans le gouffre de cette culture. Comment éviter de tomber dans ce gouffre-là? Quelles sont les choses que nous devons fournir à nos enfants comme concept, comme formation? Qu'est-ce qu'on doit inculquer à nos enfants pour qu'ils ne s'exposent pas à tous les risques que nous venons de mentionner devant vous? Et comme on vous l'a dit au début, ce n'est qu'un état de lieu. C'est pour mieux comprendre qui sont nos adolescents, comment ils évoluent, où ils vivent et quels sont les risques. Voilà pourquoi aujourd'hui on a fait plutôt un débriefing, un état des lieux, et ce sera la semaine prochaine, Inch'Allah, si Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde encore la vie, que nous allons vous parler, Inch'Allah, d'une feuille de route. Que faire pour éviter la catastrophe? C'est-à-dire pour que nos enfants ne perdent pas iman. Ne perdent pas iman. Oui, parce que l'enjeu, le défi aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons, c'est qu'on veut nous dérober notre iman. On veut tout faire pour qu'on ne croie plus à l'existence du akhirat, au déroulement de la résurrection après la mort, et qu'on aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces concepts-là, on veut essayer d'effacer, de supprimer, de formater même dans l'esprit de chacun d'entre nous, et plus particulièrement donc de nos enfants. Voilà pourquoi on a un rôle colossal, on a une responsabilité lourde qui pèse sur nos épaules aujourd'hui. Donc cessons de rêver, il est grand temps de travailler. Il est grand temps de retrousser les manches. Il est grand temps de se mettre au travail maintenant. Cessons de passer notre temps à critiquer, cessons de passer notre temps à se plaindre, parce que nos critiques, nos plaintes ne seront d'aucune utilité si nous allons rester les bras croisés. Eh bien, la semaine prochaine, Inch'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le tawfiq de vous donner donc les solutions, ou encore qu'est-ce qu'on doit inculquer à nos enfants comme concept, comme formation, pour vivre dans cette société-là en tant que bons musulmans. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.